Hello les Itata, j'espère que vous allez bien en cette mi-janvier. Nous vous proposons ce soir un C'est a fait nous un peu spécial. Nous avons en effet franchi le cap des 100 émissions consacrées au parcours de vie de nos invités. Et le temps est venu de vous proposer une sélection de quelques séquences de C'est a fait nous. Nous le ferons régulièrement et chronologiquement, en alternant bien sûr avec de nouvelles émissions, recevant de nouveaux invités. Nous démarrons logiquement ce best-of par les toutes premières émissions. C'était entre mai et septembre 2021. Nos premiers invités nous ont fait confiance à un moment où la plupart d'entre vous ne connaissiez pas Zitata TV. Nous les en remercions et ce sont des émissions que peu d'entre vous ont déjà vues. Et nous allons commencer par la première séquence de l'émission. C'est l'histoire familiale de nos invités. C'est Kimounouye. Alors, un authentique pointois, mais aussi un authentique du Nord-Atlantique. Oui, du Grand Nord, je veux dire, du Grand Nord, ce Grand Nord qui est baigné par cet océan Atlantique puissant, je ne vais pas dire violent, mais puissant, qui te donne une force. Et puis cette montagne pelée que tu as dans ton dos, qui là aussi te donne une énergie. Qui fait en fait le lien entre le Nord-Atlantique et le Nord-Caraïbe, quelque part. Mais et puis cette énergie qui s'y dégage, quoi. Je veux dire, Césaire en a parlé d'ailleurs, mais c'est cette force du Grand Nord, et puis cette créativité, tant nourricière que politico-sociale, hein, puisqu'on sait que le Nord, c'est terre de lutte, terre de combat. Il faut se rappeler que Basse-Pointe, c'était une grande commune communiste de la Martinique, donc la sécurité sociale, etc. Nous participions dans ça, comme d'autres Commune de naissance d'Aimé Césaire. Absolument, qui est né là-bas, il est né à Aima, et puis de Léopold Saint-Ville aussi. Oui. Hippolyte Maurestin aussi, qui était un grand chirurgien de la Première Guerre, qui a soigné les gueules brisées. Donc tu es né au Lorrain, tu as grandi à Basse-Pointe. Totalement. On m'a emmené à Basse-Pointe le lendemain de ma naissance, je pense 8 jours après. Et où Pati et où Viré Basse-Pointe. Aujourd'hui tu travailles dans le Nord-Atlantique toujours. La boucle est bouclée. Ma Pati et ma Viré Basse-Pointe, parce que moi, il y a une expression qui est peut-être un petit peu triviale, mais je m'en dit qu'à sous la tête, ni deux pays. Basse-Pointe et l'étranger. Je suis une enfant qui est née un dimanche en septembre à 16h et sa mère va mourir à 19h. C'est pas rien. C'est pas rien. Votre mère est décédée après mon accouchement. Je suis l'enfant d'ailleurs qu'on désigne au diamant, qui est tout petit à ce moment-là dans le bourg, celle qui a tué sa maman. Mais pas méchamment. C'est pour me définir par rapport à mes frères, mes sœurs, etc. Mais j'ai un tel amour de ma famille, de ma grand-mère qui a perdu sa seule enfant, de ma sœur qui a perdu sa mère, de mes frères et sœurs de côté de mon père qui a perdu sa femme, de ma famille et de ma famille élargie, parce que mon père étant déjà dans la politique au diamant, enseignant, ma sœur enseignante, ma mère était commerçante, ma grand-mère aussi. Donc au milieu d'un bourg tout petit, nous sommes des gens, enfin c'est une famille de gens connus, pas célèbres, c'est pas les Ayottes, mais c'est des gens populaires, connus, aimés. Et donc je vais prendre aussi tous les gens du diamant comme famille. Ils vont me prendre. Je suis une enfant qui a 4 ans, je rentre chez n'importe qui et je fais ma sieste, ou je mange. Donc j'ai appris, ils m'ont estimé, ils m'ont donné l'amour de moi-même malgré celle qui aurait dû me le donner, qui m'a manqué. Donc ils ont très bien, c'est pour ça que le diamant, j'ai un rapport très affectif, quasiment filial à cette commune. Et ça veut dire que vous me donnez un nom, même si votre mère a disparu, pour moi, c'est votre mère ou votre père qui revient quand je vous regarde, et je vous dois un petit peu quelque chose. Je vous dois de mettre les mandats, par exemple, je leur dois que leur mère me laissait rentrer chez eux à n'importe quel moment, et que leur père, qui m'ont mené au lycée, ne prenait pas du tout l'argent de la course, parce qu'il savait que bon, j'avais pas trop d'argent pour passer l'internat. Donc, ces gens-là, mon enfance m'a donné, c'est un puits d'amour, un puits d'amour partagé. Donc, je pense que je continue sur cette lancée-là et que je ne sais pas faire autrement non plus. En fait, je suis issu d'une famille nombreuse, parce que je suis l'aîné d'une famille de 10, d'une fratrie de 10. Je suis donc l'aîné. De quelle commune? De la commune du Marin. En fait, on me connaît beaucoup plus sur Villers-Pilote parce que j'ai milité au sein du Racing Club de Villers-Pilote. Mais quand je dis aux gens que je suis originaire du Marin, ils n'en reviennent pas, quoi. Effectivement, j'ai fait toutes mes classes au Marin jusqu'à la 3e. Et j'habite en fait, puisque mes parents encore, ma maman a encore la maison au Mont-Gommier.
C'est Oui, un endroit, voilà. qui est l'une des plus belles vues, d'où on a l'une des plus belles vues de la Martinique. Absolument, vue à 360 degrés. C'est vraiment. Et en fait, nous étions considérés, parce que le quartier était totalement enclavé. Et c'est vrai que nous avons beaucoup souffert de cela, parce qu'en fait, moi, j'allais à l'école à pied. Donc pendant des années. Comme beaucoup d'enfants de comme cette beaucoup période, d'enfants de d'ailleurs. cette période, parce qu'on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de lumière, etc. Et j'allais dire, j'ai appris de tout cela. Et je crois que ça m'a également forgé un caractère. Surtout mon père, qui nous a donné une éducation, et je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Mais je garde toujours ça. Il nous disait, faut qu'on travaille. Et mon père a fait plusieurs métiers. Il a d'abord été à l'usine du marin, ensuite il a été marin-pêcheur, boucher, etc. Donc il fallait se débrouiller parce qu'il fallait nourrir. Oui. Et c'est pas toujours évident de parler de soi, c'est pas toujours évident de parler de ces choses. Mais je crois qu'il faut quand même le dire parce que souvent on a tendance à juger sans connaître. Et donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ce que j'étais, ce que je suis, ce que je serai demain. Je sais simplement que je sais d'où je sors. Et je sais aussi ce que je dois à mes parents. Et je sais vraiment, ça, pour moi, c'est important. Alors, vous disiez que vous avez grandi au Marin, Montgommier, Oui. mais que vous avez œuvré ou sévi à Rivière-Pilote. Oui. Mais c'est quasiment tout près. Le Montgommier, voilà, on descend par Laronnais, par Laronnais, par Bamango, et on arrive à Rivière-Pilote. Absolument. Oui, parce qu'en fait, comme à l'époque, il fallait installer l'antenne du Monaca. Oui, L'antenne le fameux Relais émetteur. TV, Voilà. exactement. Oui, parce que Montgommier et Monaca, c'est la même montagne en fait, mais voilà, séparé, scindé en deux quartiers en fait. Absolument. Il y a deux versants, en fait. Il y a un versant qui tombe sur le Marin Oui. et l'autre versant qui tombe sur Rivière-Pilote. Et en fait, je peux le dire, je n'ai pas non plus de problème avec ça, grâce à M. Marie-Jeanne en 1973, comme il fallait installer l'antenne relais au Monaca, il fallait son autorisation parce qu'il fallait passer sur la commune de Rivière-Pilote, donc le Bamango. Donc du coup, il a permis qu'il y ait la voie d'accès et du coup nous avons, alors bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont été expropriées, tout cela, mais c'était tellement beau, tellement bien d'avoir enfin une route que je crois que les gens, mon père a perdu une bonne partie de son terrain, mais je crois que derrière c'était tellement beau. Oui, parce que le quartier était désenclavé. Nous étions, voilà, et ça c'est, donc du coup, tous les habitants du Montgommier allaient à Rivière-Pilote. Et c'est pour ça, de là qu'en fait, on nous a connus sur Rivière-Pilote, et après, il a fallu attendre 83 pour que le Montgommier soit enfin desservi par la Dupré. Moi, j'ai eu effectivement une cassure avec l'école quand j'étais adolescent. Et puis, m'ont fait des jobs. Mais j'ai toujours travaillé, parce que j'ai toujours aimé travailler. Parce que mes parents m'ont appris justement à travailler. Vous savez, ma mère était femme de ménage et un jour, j'ai dit, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai perdu malheureusement ma mère en 2020. Et j'ai dit, lors d'une réunion familiale, j'ai dit, vous savez, maman était femme de ménage, mais je ne suis jamais resté un jour sans manger. Et ma mère a pleuré parce que, avec le peu de moyens dont elle disposait, elle s'est toujours occupée de nous quatre. Et ça m'a fait du bien, c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui a fait que je suis l'homme que je suis. Et puis, là, moi, fini fait rébellion, moi, m'a retourné, m'a dit, mais non, il faut avoir quelque chose, il faut avoir un bagage. Donc, je suis parti en 3e, et après, j'ai laissé tomber. Et je suis revenu un peu dans le COQ, et puis je suis passé par l'apprentissage, qui a été une excellente école. Une voie qui est souvent négligée et malheureusement. voilà. Et c'est vraiment le lien entre l'école, c'est-à-dire le côté pratique, le côté intellectuel, et puis la pratique, la connaissance d'un métier. Et donc, j'ai travaillé dans l'automobile, parce que Martin aimait ça. Et puis, donc, un métier de contact. Métier de contact. Métier de contact, parce que je cherchais ma voie. Comme je le disais avant, en préambule, quand j'ai laissé l'école, j'ai fait des jobs. Donc on se cherche à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Oui. Vous ne savez pas si vous aimez faire la peinture, vous ne savez pas si c'est boulanger ou les faire, si c'est maçon, bon, on se cherche. Et à un moment, on se dit, il y a des pistes, il y a des choses qui vous conviennent. Et j'ai trouvé effectivement ma voie dans la relation commerciale, parce que j'en ai fait mon métier. Mais l'apprentissage, j'insiste beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui a été pour moi très formateur
très révélateur. Et comme vous disiez tout à l'heure, on a tendance à... Des fois, les enfants font des études très longues, finalement, pour se retrouver, faire des études supérieures, pour se retrouver dans une voie de garage. Moi, j'ai beaucoup de copains qui, à l'époque où on était à l'école, qui sont passés par l'apprentissage, qui sont devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise. Et en parallèle, j'en ai quelques-uns que j'ai rencontrés au fil de rencontres, qui ont fait un COQ normal, classique, et qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans des entreprises, mais qui ne sont pas spécialement heureux, qui ne touchent pas spécialement un gros salaire. Enfin, voilà, je veux dire, l'apprentissage, ça a quand même été quelque chose de très salvateur à mon sens. Alors, comptez notre pays. Et ça, vous voyez, en vous le disant, j'ai le geste là encore, et ça me monte là comme ça. C'est parler de mon pays, c'est mettre en avant de façon respectueuse, de façon digne, de façon amoureuse, de façon passionnée, mettre en avant mon pays. Ça, j'ai toujours eu cette dimension-là de pouvoir et faire respecter mon pays. Hein. C'est-à-dire, moi, qu'à présenter au pays, mais il faut qu'on aime à la fin du truc, il faut que tu aimes le pays et il faut que tu respectes le pays. C'est quelque chose que je porte depuis très, très, très longtemps. Oui, donc c'est une photo sportive où j'ai exercé un sport individuel, l'athlétisme. C'est un sport qui me tenait à cœur parce que j'avais la passion de ce sport, parce que c'est vraiment une école de vie, et à travers ce sport, j'ai appris vraiment à me dépasser et vraiment et avoir des valeurs qui m'ont conduit par la suite à exercer des activités dans le monde économique et social. Et je crois que les sensations que j'avais quand je faisais ce sport-là, je les ai retrouvées, je les ai adaptées à ma vie tout court. Qu'est-ce que le sport vous a apporté? Vous étiez adolescent, vous faisiez 10 secondes 7, 10 secondes 1200 mètres, ce qui est un très très bon niveau déjà. Qu'est-ce que le sport vous a apporté réellement? Alors le sport m'a apporté beaucoup de joie. Je ne peux même pas décrire ce que le sport apporte. Quand on est passionné d'un sport, nous avons des sensations et des émotions qui ne se décrivent pas ou qui ne se disent pas avec des mots. Ce sont des choses qui se ressentent intérieurement. Et d'ailleurs, j'avais pour objectif d'être un sportif professionnel. Et il a fallu d'une blessure musculaire qui a arrêté cette passion et cette volonté de devenir. Et heureusement, j'ai toujours gardé cet enthousiasme que j'ai mis ensuite, que j'ai reporté dans d'autres secteurs d'activités que j'ai pu exercer. Alors à l'époque de cette photo, on va dire qui date d'une quarantaine d'années à la louche, hein. Peut-être, oui. Nous avons pris de l'âge depuis. Vous étiez en France métropolitaine, dans l'Hexagone, donc. Dans quelle région? Tout d'abord, j'ai fait ma scolarité dans la Sarthe, dans un collège qui était dirigé par des prêtres. C'est le collège Saint-Paul de Mamers. Et ensuite, j'ai été à Montpellier, où j'ai fait des études de comptabilité. Et où, d'ailleurs, je suis resté une dizaine d'années à Montpellier. Et j'ai exercé dans un cabinet d'expertise comptable. Je me souviens qu'après la mort de mon père, nous étions en deuil, évidemment. Voilà. Mon père est mort en décembre et il y avait le carnaval. C'est décembre de quelle année? De 62. Et il y avait le carnaval en février de l'année d'après. Oui. Et moi, je partais en principe faire mes études juste après. Ma mère m'a fait une très jolie robe noire, décolletée, avec une grande dentelle par derrière, et elle m'a dit, c'est la dernière fois peut-être que tu fais le carnaval, tu aimes danser, vas-y. Ça c'est... J'ai trouvé ça, jusqu'à présent, malgré la douleur qui était encore... Oui. Alors évidemment, le quartier regardait un peu pour savoir c'est quoi cette dame qui autorise ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est un de ces souvenirs que je garde, mais qui est aussi très ferme. Elle était aussi très ferme. Et je donne un autre exemple, et puis je vais le clôturer parce que ça m'émeut beaucoup. Quand mon père est mort, elle a ramené mon père dans sa voiture de l'hôpital, assis derrière sa voiture. Et quand elle est arrivée chez nous, évidemment, tout le monde a éclaté en sanglots, et elle m'a regardé, elle m'a dit, « Pas ni pleurer là, ni trop bas épouffer. » La photo du milieu, c'est le saut en longueur. Et là, je deviens champion de la Martinique en saut en longueur. Mais cette photo-là a toute une histoire. Champion de la Martinique senior.
Oui, senior. Oui, senior. Oui, oui. Mais cette photo-là a une histoire, parce qu'à l'époque, tu as Grandjoie qui est entraîneur, tu as Oui, Roger Jox, Grandjoie. Jox de Trinité, Oui. et c'est Lacasse. Et à l'époque, tu vois, le vêtement que j'ai, à l'époque, moi, pas tenu vêtement sport pour faire athlétisme, même pointe là. Et c'est un bouc basse mettre Lacasse qui a dit, mais Colo, mais moi, quoi, oui, bien. Ou c'est pas faire athlétisme. Et là, moi, quand inscrit comme moi, à la SU. C'était la SU. Oui. C'était la SU, Oui, le sport oui, scolaire. c'était le sport sur scolaire les à l'époque, Trinité. oui. C'était la SU. Qui est devenu UNSS après, mais à l'époque, c'était la SU. Association sportive Sport du sport scolaire ou du sport universitaire. Voilà. Et là, il va me conseiller à Jox, qui va me... Il aurait acheté un t-shirt bas moi, et puis un short, ma femme, ça qui coulait. Puis je n'ai pas ni club, pas ni rien, il m'a su. Et là, je vais me lancer dans l'athlétisme et je vais devenir champion de Martinique. Et il y a là que je suis à Tégrane. Oui, là, c'est pas bien la fête. C'est pour ça que je m'allais faire un nappy, mais donc ça, je travaille là. Et puis, donc, on a vu que tu courais très vite aussi, puisque tu as aussi été champion au sprint. Alors, les deux autres photos sont des photos, une à Saint-Cyr-l'École et une au Clé-sous-Bois. Alors, une en France, d'accord. Les deux sont au Clé. Les deux sont en les deux France, autour. d'accord. Où je vais être champion des Yvelines sur 100 mètres en 10 secondes, 6 dixièmes à l'époque. Donc, on peut dire que tu es un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau. Toutoune Chérubin. Oui, on Antoine, me l'avait oui. conseillé quand je suis allé en Guadeloupe. Et lui, quand je partais en France, il m'avait conseillé l'INSEP, ou l'INSEP, je ne sais plus, le truc pour être L'INSEP, sportif de haut niveau. oui. Sauf, Vincennes. sauf que là, il va en France, m'a commencé à dans des petits clubs. Je dis, moi, allez, l'INSEP, tout ça, mais m'a commencé à des petits clubs. Mais tu sais, c'est ce fameux truc où tu as l'impression de découvrir des choses que tu ne découvrais pas. Tu sais, maman pas là, papa pas là. Donc, tu t'investis dans une espèce de liberté c'est ça. couchale. Et tu as tendance à un petit peu négliger la rigueur de l'entraînement et tout ça. C'est le samedi soir, on se Voilà, sortit, c'est ça. café frais, tu vas dire, ouais, ma entraîné assez, ma attendre l'été, ma fait athlétisme. Tu Et puis commences la à nuit, tu as fumer. tombé tôt, il calait vite vois, ça. Voilà. Mais je fais quand même le championnat des Yvelines et je tu suis gagnes. champion des Yvelines en 10 secondes, 6 dixièmes, ce qui est déjà extraordinaire. À l'époque, Qu'est-ce que le sport t'a apporté? ben, je pense que c'est cette rigueur-là. Et puis à l'époque, je le faisais parce que je ne peux même pas dire que j'avais émis une démarche particulière par rapport au sport. Maintenant, C'était naturel chez oui, toi. maintenant tu as plein de gens qui vont te dire le sport On développe peut ceci, presque cela. dire que c'était atavique. C'était un truc naturel. Voilà, ouais. Tu faisais du sport parce que Martinique Fonouté fait sport, Antillais a fait sport, ou il va en France, ou sport, ou svelte, ou pas trop gros, ou quoi courir vite. Tu fais du Et sport. puis au grand, tu mesures combien? Je fais 1,85. 1m85. Donc, Donc tu fais du sport, mais il n'y avait pas de démarche particulière. Par contre, ce que je dis, et j'en profite pour lancer ce message-là aux jeunes, ce qu'on ne nous a pas dit quand on est rentré dans cette démarche sportive-là, moi et puis d'autres, que ça pouvait être des ouvertures pour demain, pour nous. Bien sûr. Ça veut dire que si Mais on a eu d'ailleurs des athlètes de très haut niveau. Ceux On qui a sont eu venus derrière, comme Lucien Bruno Sainte-Rose, Marie-Rose, Max Sainte-Rose, Morinière, j'ai- Bruno Marie-Rose, Herman Panzo, voilà, j'ai connu Marie-Josée Panzo. Pérec, et il y en a, Panzo. voilà, tout cela. Sauf que derrière, on a expliqué à ces gens-là que tu pouvais rentrer au sport et puis Et être bien professeur sûr, de sport. et- Tu pouvais être professeur de sport, tu pouvais faire des choses dans le sport. Que nous avons fait sport, mais on n'avait pas cette connaissance-là. Alors, est-ce qu'on n'avait pas autour de nous le bon milieu? Alors, je dis aux jeunes, les autres cafés, cherchez ça. Ça, il peut ouvrir, Oui. parce que c'est important. En saouiller, ni ouverture, gardez pour eux. Et je travaille dans le rapport, la relation que nous pouvons avoir avec la nature. Comment relationner avec la nature? Il y a un aspect mystique, Guy, Oui. sur cette photo. Oui. Alors, le sable sur le visage. Alors, le sable sur C'est une le incantation, c'est quoi? Oui, on était bien, on était très très bien. Et ces touristes, en fait, il y a ma photo, j'aurais pu mettre leur photo à eux aussi, On va avec, voir tout à l'heure les avec touristes, le oui. sable. Hein. C'était vraiment, là, nous sommes vraiment dans un rapport avec, avec la nature. Et au-delà de la nature, nous Les sommes éléments dans un en général. rapport, les éléments en général. Moi, je travaille avec le cosmos, l'éternitude, grand-papa le soleil, grand-maman la lune et maman la terre, et tous les autres. Et ça fait partie de trucs à partir duquel je travaille. Bon, ceci étant dit, je travaille avec les éléments, 5 éléments, je travaille avec les éléments, et je travaille avec les milieux vivants. Oui. Hein. Et là, en fait, nous sommes en face des brisants. Beaucoup de Martiniquais, la quasi-totalité des Martiniquais ne savent pas que ces brisants, alors je vais employer un mot qui est très très fort, Jean-Marc,
qu'on m'en excuse, qu'il m'en excuse, etc. Le son des brisants peut être source de guérison. Le son des brisants. Le son des brisants. C'est un son blanc. Un peu votre télé avant, quand vous l'éteignez, vous vous endormiez, puis vous vous réveillez, puis vous entendez chut, mais ça monte pas, ça descend pas. Hein, c'est un son qui est très intéressant au niveau de l'écoute. Je me dis qu'il y a toute une série de personnages, de personnalités qui ont fait la Martinique, qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, ont été oubliés, sont oubliés. Et donc, comment je vais expliquer ça? Je vais le dire tel que je le pense. Après la démission de Césaire, je crois que les Martiniquais, le peuple martiniquais, a tellement mis sur un plateau, a tellement mis en avant Césaire. Après sa démission du Parti communiste, c'est cette fameuse lettre à Maurice Thorez. Voilà, exactement. Et donc, je pense que tous ces colistiers, en tout cas ceux qui étaient au Parti communiste et qui avaient suivi la même voie que lui jusqu'à cette époque, à mon avis, ont été mis de côté. Alors, volontairement ou non, mais c'est ce que je constate. Donc, il y a des personnalités, évidemment, mon père est mort très jeune, donc ça a aussi aidé à l'oubli. Mais à côté de ça, je constate qu'il y a toute une série de personnalités qui ne sont pas ou qui n'ont pas été, à partir du moment où ils n'ont plus été dans l'obédience de Césaire, ont été mis de côté. Donc voilà. Il fallait faire place nette pour le Parti progressiste martiniquais. Oui, exactement, exactement. Et donc, et je me dis que c'est dommage dans la mesure où ces personnes-là ont été à l'origine de grandes batailles, de grandes luttes, de grandes revendications populaires et qui ont donné ce que nous avons été et que nous sommes encore aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un oubli qu'il faut rectifier et qu'il n'y a pas de raison. Bon, personnellement, je me sentais, comment dire, un peu obligée. Oui. Pas seulement parce que j'étais la fille, mais parce que je me dis aussi tout simplement que toutes ces personnes-là doivent être connues des Martiniquais. Donc pour moi, c'était rendre un hommage qui était nécessaire à cet homme-là. Et comme évidemment je l'avais plus connu que d'autres personnes, voilà, pour moi, c'est quelque chose de naturel qu'il fallait que je fasse et qui m'apaise moi-même, je veux dire, qui me conforte et qui m'ancre dans mes racines aussi, voilà. On voit le grand Colobas en train de taper du tambour. De jouer du tambour. On est en 80. On voit le grand Colobas, on voit déjà qu'il y a rouge, vert, noir sous le tambour. Tout à fait. Regardez bien. Fait. Oui, alors, les mecs ont dit que ni longtemps, ça. Et là, je suis à Saint-Cyr-l'École. Oui. Je suis dans un atelier de percussion. Dans les Yvelines, je crois. Hein, oui, dans les Yvelines. Je suis dans un atelier de percussion avec 78. Les patients. Non, 79-80. Non, je dis oui, 78, oui, absolument. Je suis dans les... Là, c'est... Nous, Saint-Cyr-l'École, et puis on ne voit pas tout le monde, puisque c'est totalement trouvé. Mais là, ouais, c'est un atelier de percussion avec les malades. Bon, et il faut bien comprendre que là encore, c'est pas un atelier où il fait malade venir des grands tambouillés. Parce que quand tu es en psychiatrie et que tu as permis à un individu, ne serait-ce que d'aligner dans ses troubles mentaux, le trouble qu'il a avec sa perception de sa personne, tu lui permets d'aligner douk 3 fois, c'est déjà une victoire pour lui et un gain pour son équilibre. Et je suis l'assassin sur le terrain, avec mon ancien directeur que l'on connaît, que l'on a connu, qui a fait aussi lui-même aussi un très gros travail. D'ailleurs, je le salue et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années.
Je dis même entre parenthèses que souvent, on m'a dit souvent que si on est en place aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que C'est Christian Boutan C'est Christian Boutan qui, en qui- fait, a véritablement développé l'activité de la SACEM sur la Martinique. Complètement. Parce que nous, à la Martinique, vous savez, la SACEM, c'est une grosse boîte. Et quand je vais en métropole ou quand je me déplace dans d'autres délégations, souvent on a l'impression que les gars, ils sont là pour uniquement collecter. Ici, on est sur une île. Ici, on a une proximité. Tout le monde Ici, se connaît. Voilà. On a des liens qui sont différents. Et puis surtout, on est dans un milieu pas toujours légaliste. Parce que, à contrario de la France, les gens ne déclarent pas tout le temps au préalable qu'ils diffusent de la musique. Parfois même, les gens ne savent même pas. Oui. Ou font semblant peut-être de ne pas savoir qu'il faut déclarer. Et mon travail, notre travail, c'est d'aller chez les gens. C'est un travail compliqué. C'est un travail que j'adore, mais c'est un travail qui est compliqué parce que vous allez chez les gens, ils ne vous ont rien demandé. Vous entrez chez eux dans leur intimité, sur leur terrain, et vous leur dites, monsieur, madame, vous avez un salon de coiffure, vous avez un restaurant. Oui, parce que ça peut être à la fois les entreprises Mais et c'est puis les exactement particuliers ça. qui organisent des soirées, par exemple. Tout à fait. Donc il y a plusieurs aspects. Et vous allez chez la personne pour lui dire, où il y a un poste radio, et puis vous donnez-moi l'argent parce qu'il faut qu'on machin. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas toujours ça. Et nous avons fait un travail de pédagogie en ce sens. Et mon directeur, Christian Boutan, l'a fait, je l'ai trouvé. J'ai continué parce que j'ai suivi son chemin, parce que c'est lui qui l'a amorcé. Donc j'ai suivi son chemin avec grand plaisir. Et je le continue encore pour expliquer aux gens, effectivement, ben écoutez, voilà. Une musique, c'est un auteur, c'est un compositeur. Et Et à partir du moment où on l'utilise voilà. dans vous le domaine l'utilisez public, pour faire de l'argent. Quand vous entrez dans les centres commerciaux, pour ne pas les nommer, les gens ne s'en rendent même pas compte. Mais pourquoi est-ce que quand vous rentrez dans le centre commercial, vous êtes en voiture, dans votre voiture, vous entrez dans le parking, vous avez déjà de la musique. Ouais. Ça veut dire, et tout ça c'est de l'argent, parce qu'il faut installer, il y a un dispositif, il faut l'installer, donc c'est de l'argent. S'ils le mettent là, c'est pas pour les beaux yeux spécialement des clients, Ouais. c'est parce que justement, il y a un véritable impact économique derrière, grâce à la musique. Et c'est pour ça, moi personnellement, je ne le savais pas. Hein. Quand j'étais jeune, moi, j'écoutais des musiques, ou aller dans le zouk, ou j'ai envie de dire, entre guillemets, on s'en fout un peu. Quoi. On dit, c'est pas grave. Et puis quand on est dedans, on s'imagine, on voit les choses différemment. On voit qu'il y a un travail derrière, que le mec s'est levé à 4 h du matin parce qu'il a eu une inspiration. L'inspiration, c'est éphémère. Donc il a griffonné quelques notes. Et puis, parce que il était en réunion, bien il était Madame Lee, il était capable de parler de Madame Lee, qui a fait un câlin, ben, il était bien là parce que. Non, mais il y a un gars qui avait dit ça en réunion et on s'en était amusé. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'étais assis là et je me suis dit, merde, mais il ne faut pas qu'on rigole de ça parce que c'est sérieux, c'est un travail. C'est comme le boucher fait un travail, le maçon, c'est un travail. Et le musicien, c'est un travail, c'est un travailleur acharné. c'est à la fois de la création et puis c'est du temps aussi. C'est du talent, temps, c'est de l'énergie. Souvent, c'est des messages à travers justement les textes, la composition, c'est voilà quoi. Et j'ai même liké une fois, je ne sais plus quel philosophe disait, sans musique, la vie serait une erreur. Et j'ai trouvé ça vachement beau. Et c'est révélateur justement de l'importance que revêt la musique. Donc cette photo-là, et ça se voit peut-être pas, mais quand je suis dans mon bureau, je suis vraiment à fond dans ce que je fais, et même sur le terrain, parce que je suis essentiellement sur le terrain, parce qu'il faut aller défricher, il faut aller collecter, il faut aller détecter. Et puis aussi, donc il y a aussi la partie des soirées dansantes. Bien sûr. Puisqu'il faut aller voir les gens pour leur dire déclarer bagaille là, il y a les flyers, donc machin, donc il faut expliquer ça aux gens, c'est tout un travail. Les mutuelles font partie de cette économie sociale et solidaire. Absolument. Donc il y a les mutuelles, les fondations, pardon, les associations. Donc le cœur justement de ces structures, c'est justement mettre l'homme au cœur du dispositif. On a aussi les entreprises d'insertion. On a les entreprises d'insertion, intermédiaires. ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique. Oui. Et bon, là, il y a quand même des précurseurs, notamment Louis-Félix Osée-Lafontaine, qui a quand même fait un gros travail dessus. Absolument. Et sociologue éminent. Et qui, Exactement. lui, a compris depuis longtemps les blessures de la société martiniquaise. Exactement. Et là, quand il a lancé justement la création de ce qu'on appelle des SIE, bien sûr, il y a un cadre légal. Et je prends l'exemple des mutuelles pour rester dessus, le regroupement des mutuelles avec la MGPA, qui regroupe 13 petites mutuelles qui étaient dans les communes, etc. Et je crois que cette solidarité, elle est là. Et vous pensez que la Martinique aujourd'hui ne s'appuie pas suffisamment sur l'économie sociale et solidaire? Je suis certain, je suis même convaincu.
Je suis C'est un convaincu. c'est un peu, par exemple, comme tout ce qui concerne aujourd'hui les contrats de qualification ou l'alternance, où on n'appuie pas suffisamment, qu'on ne subventionne pas suffisamment pour inciter les jeunes à suivre des voies parallèles. Tout à fait. D'autant qu'il y a un ministère de solidarité et de l'économie sociale et solidaire. Ouais, absolument. Donc c'est la DIS aujourd'hui qui est en place, la DIECT. Et il y a un département économie sociale et solidaire. Et on a une déléguée en Martinique de l'économie sociale et solidaire. Regardez cette photo, Marilyn Ampigny. C'est une photo qui vous rappelle forcément un lieu connu. Donc on se retrouve là devant la municipalité du Diamant avec ce buste de Victor Schellcher qui a été, on va le dire, décapité. Enfin, la tête de Schellcher a volé en éclats. Paf. Dans la foulée de ce mouvement de déboulonnement des statues, qu'est-ce que ça vous inspire, cette rébellion, en fait, autour de symboles qu'on rattache souvent à l'esclavage, au colonialisme. Là, en l'occurrence, Victor Schellcher, qu'on a accusé de tout, qu'on a parfois... Oubliez le bien. Voilà, qu'on a parfois mais porté au pinacle. il y a par contre quand même un questionnement. C'est qu'il y a des rues et des statues qui ne devaient pas être. On ne va pas voir chez Merkel un truc de Hitler. Il y avait des statues ou des noms de rues qu'il fallait enlever. Et c'était nier notre passé, nous mépriser, etc. Je comprends le déboulonnage, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, le déboulonnage, parce que je le comprends parce que la jeunesse est faite comme ça. Moi, j'ai une jeunesse très militante, hein, je ne la cache pas. J'ai fait un peu de mise en... Tous les jeunes sont un peu révolutionnaires. Oui, c'est même sain. C'est même sain. C'est une façon Mais je pense qu'il faut que passage. Voilà. Je pense qu'il faut que... Et puis le questionnement qu'ils ont est vrai. Ce questionnement sur certains est vrai, c'est-à-dire comment se fait-il qu'une société qui est née de l'esclavage peut honorer des esclavagistes. Et en face, ont-ils eu des réponses? Les deux réponses que je vois qui doivent venir le plus, c'est vrai que dans nos familles, etc., mais particulièrement les élus et l'élite intellectuelle aussi. L'élite, elle n'est peut-être pas payée à faire ça, elle a ses affaires à faire, elle a ses livres à faire, etc., mais elle doit être au grand rendez-vous des questionnements à la participation des réponses. Donc, sans réponse, sans rien, sans doute que la violence s'est exercée sur ces statuts-là. Bon, cela dit, quand j'étais à la pagerie, il y a une dame qui m'a dit, oui, une touriste qui m'a dit, oui, j'ai vu que la statue de Joséphine a été déboulonnée. Je comprenais sa douleur, mais je lui dis quand même, nous déboulonnons les statues, vous avez déboulonné des rois. C'est quand même différent. Bon, allons quand même mettre les choses en place. Plus que déboulonner. Plus que déboulonner. Vous voyez ce que je veux dire. Tandis que là, au Diamant, je comprends quand même. On s'attaque aux symboles, on ne s'attaque pas aux hommes. Il y a deux choses. Voilà, quand même. Bon. Même s'il y a eu parfois des c'est ça que je n'ai pas. Ah oui, ça, je peux pas, j'aime pas l'agressivité. Et puis que des gens payent pour des choses qui ne sont pas les leurs. Mais je reste sous le déboulonnage. Hein. Schellcher, j'ai compris un peu, même si je ne justifie pas. Les autres, oui. Mais Schellcher, un peu moins, mais j'ai compris quand même. C'est parce qu'on a eu trop tendance à l'honorer quasiment partout en Martinique et ne jamais mettre ce qui a quand même fait la force de l'abolition. Ça veut dire le marron. On a fait, si on ne connaît pas notre histoire, on a fait comme si celui qui ne la connaît pas non plus arrive. Eh bien, Schellcher, c'est lui qui décrit. Nous-mêmes, tu es assises là. Enfin, nous, tu es assise là, et puis il ouvrirait un décret, puis, alors que derrière, il y a des morts, il y a des gens fouettés, des gens lynchés, des gens qui ont traversé des pays, des gens qui ont été les véritables initiateurs de la libération, voilà. en tout cas de l'abolition. Donc je peux comprendre que mettre le fait de l'abolition sur un seul homme, même s'il y a participé, ça les a... Bon, surtout que cet homme, il est de l'autre côté. C'est ça. Il était de l'autre côté de l'océan. Il incarnait un peu l'ancien esclavagiste, l'ancien colonialiste. Exact. Donc il nous aurait donné. Ça fait encore plus don, alors que l'abolition est arrachée. Donc je peux comprendre. Mais au Diamant, par contre, et là vous allez voir que pourtant... je n'ai pas été aux côtés de Serge Larcher, le maire sénateur à l'époque, mais il faut rappeler quand même qu'au Diamant, Serge Larcher, pour fêter
150 ans de l'esclavage. Je n'ai pas travaillé sur ce sujet Oui. en venant. Je parle très naturellement, mais pour fêter l'abolition de l'esclavage, le centenaire ou le bicentenaire. Oui, ça devait être le 150 100 ans ou 150 ans, je me rappelle. 150 ans. Eh bien, il avait fait, 1998. Serge Larcher, qui est historien aussi, eh bien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait une trilogie. C'est-à-dire que, justement, il a fait ce que je viens de dire, il a fait dans cette commune, vous arrivez, paf, vous tombez sur un aigre-marron de Charpentier, un aigre-marron solide, bien gaillac, qui vous sonne qui vous sonne déjà à l'appel. Le rond-point à l'entrée du diamant. Voilà. Ensuite, vous descendez, vous tombez sur Shelcher, qui a quand même participé à l'Assemblée, etc., à faire de ce décret à l'appliquer, à le faire naître, quoi, et qu'il s'applique. Et vous descendez un peu plus bas, vous avez un mémorial. Le mémorial de l'Anscapin. Voilà. Avec de Laurent Valère. Magnifique. De Laurent Qui Valère, est qui en face. une autre façon de se remémorer à la fois de l'esclavage et de à mon avis, les l'abolition. trois façons. Oui, Les trois façons. Ça veut dire le nègre marron qui appelle, celui qui a écrit les décrets parce qu'on ne les écrivait pas, tout simplement, c'est pas parce qu'il est meilleur, mais qu'il n'écrivait pas, et puis qu'il était peut-être un humaniste éclairé. Et puis le mémorial qui nous raconte tous ces navires échoués, tous ces navires, toute cette souffrance dans les cales, et tout ce marronnage, notamment derrière le mémorial, derrière, sous le mont de l'Archer, où les nègres marrons du diamant ont trouvé refuge, avec chiens qui les chassaient, des serpents qu'on y a emmenés pour pouvoir les... Et donc, moi, je pense que dans cette optique-là, Shelcher du diamant aurait pu avoir peut-être la peau sauve, on fait sauver sa peau, mais bon, il n'a pas sauvé sa tête. À cette époque, j'étais président de la CFE-CGC, c'est le syndicat de l'encadrement en Martinique. J'étais également président du syndicat national des banques au niveau national. Et donc tout de suite, quand nous avons décidé de nous engager dans ce mouvement de février 2009. Voilà, donc c'est la fameuse grève générale de 2009 qui est partie en fait de protestations contre la vie chère et qui s'est ensuite élargie à beaucoup d'autres domaines. Oui, ça a été encore une aventure humaine puisque ce sont les organisations syndicales martiniquaises qui ont décidé, qui ont préparé ce mouvement depuis quelques mois avant. Et nous avons tout de suite été surpris de l'adhésion totale de la population martiniquaise puisque c'est devenu un phénomène sociétal. Ça a été pour vous un événement particulièrement marquant. Cette mobilisation collective, tous les syndicats réunis, toute la Martinique dans la rue. Oui, c'est un événement qui était particulièrement marquant parce que là encore, je pense que nous avons anticipé puisqu'on a vu tout de suite quelques années après le mouvement des Gilets jaunes en France. Et donc, je crois que la population a adhéré, elle s'est sentie tout de suite concernée. Et je crois que c'est devenu une lutte martiniquaise. Et l'ensemble de la population se sentait concernée. Et c'était le mal-être qui ressortait. Alors, vous étiez membre de ce collectif, en tant que, vous l'avez dit, en tant que représentant de la CFE-CGC, dont vous étiez le président à l'époque. Comment s'est déroulé ce mouvement entre organisations syndicales qui n'avaient pas toujours le même positionnement, ni même, je dirais, les mêmes objectifs politiques? Oui, mais je pense que c'est la population qui nous a unis et qui nous a rassemblés. Et j'étais content de voir que pour une fois, les organisations syndicales parlaient d'un seul homme. Et par contre, je pense que ça a été un réveil de la conscience martiniquaise. Peut-être qu'il n'a pas été suivi d'effet, parce que nous avons peut-être manqué à cette époque d'expertise. Mais je crois que c'était déjà une bonne chose parce que nous avons mis le doigt sur beaucoup de faiblesses qu'avait la Martinique. Est-ce que vous avez senti, à ce moment-là, derrière cette union sacrée, une Martinique plus forte, une Martinique plus respectée? Alors j'ai senti une Martinique beaucoup plus forte, beaucoup plus engagée. Quant à une Martinique respectée, je crois que là, il faut mettre des guillemets. Parce que les aspects sont beaucoup plus profonds que ça. Et je trouve que, comme je dis, nous n'avons pas pu transformer ce cri pour pouvoir vraiment structurer la Martinique. Oui, parce qu'en réalité, alors, il y a eu des accords de signés. D'ailleurs, cette photo a été prise le jour de la signature on va dire, du protocole de sortie de crise. Il y a eu des accords de prix sur des
des prix de certains produits de base qui devaient être revus à la baisse et qui devaient être limités dans leur augmentation. Il y a eu un certain nombre d'engagements de prix par l'État. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On est 12 ans après, quasiment 12 ans jour pour jour après cette mobilisation. Qu'est-ce qu'il en reste? 12 ans après, j'ai de l'amertume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de comité de suivi, ni de comité d'évaluation. Parce que nous avons soulevé des problématiques dans tous les secteurs d'activité. Et je pense qu'à partir de ce mouvement-là, nous aurions pu aller vers plus de responsabilité et plus de responsabilité en Martinique. Nous aurions pu avoir des leviers pour vraiment transformer la société telle que nous voudrions qu'une société insulaire fonctionne. Vous avez ressenti le besoin à un moment donné d'écrire vous-même? Alors, bon, l'histoire d'écriture, elle est vieille. Bon, parce que j'écris, on va dire, des poèmes depuis mon adolescence, sans que j'en ai vraiment eu, comment dire ça, conscience. C'est-à-dire que je n'ai pas réalisé que c'était ce que je faisais. Je pense que bon, tout le monde écrit, voilà. Et puis, le Lamentin, en arrivant au Lamentin, je me suis évidemment penchée sur la lecture des jeunes et des enfants. Et je me suis rendu compte à cette époque-là, évidemment, que, ben, écoute, en matière de lecture, pour les jeunes antillais, par les Antillais, il n'y en avait pas beaucoup. Oui, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Il n'y en avait pas beaucoup. Et est-ce que c'est ça qui m'a décidé? Je ne sais pas. Cela dit, je suis quelqu'un qui aime les contes. J'aime écouter les contes. J'aime raconter. J'ai raconté raconter. Quand je dis raconter, j'aime lire les contes à mes enfants. Je les ai accompagnés pendant leur adolescence, leur enfance avec les contes. Donc moi-même, j'aime les contes. Donc peut-être que l'un dans l'autre, ça a favorisé ça. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Alors, vous ressentiez déjà à l'époque et vous ressentez encore aujourd'hui ce manque d'incitation à la lecture dont souffrent nos jeunes et qui malheureusement ne leur ont pas permis, les jeunes d'aujourd'hui, de se cultiver comme d'autres ont pu le faire avant. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on ne considère pas le livre comme porteur de culture, comme porteur d'éveil, d'ouverture, etc., etc. Or, me semble-t-il, je ne vais pas faire de comparaison avec les écrans, mais le livre, c'est quand même quelque chose où on est en, comment dire, en symbiose, ou peut-être pas en symbiose, mais on est en relation avec un écrivain qui dit sa pensée, même si c'est dans un conte, qui raconte, qui dit. Donc c'est un partage. Donc c'est une réflexion sur soi, c'est une réflexion avec soi, une ouverture sur l'extérieur, sur le dehors, etc., etc. Et donc moi je pense que ça manque à nos enfants. Et ça manque à nos enfants comme ça peut apporter, ça peut aider aussi à la réflexion, à la pensée. Je pense qu'on on a abandonné la pensée ici. Penser, tout simplement. On parle, on baragouine, on blablate, mais on ne pense pas, c'est-à-dire qu'on ne produit pas. Je n'ai pas encore vu, quand je regarde la campagne, c'est ce que je vois aussi. Hein. La campagne politique, oui, la campagne électorale, c'est ça aussi. Voilà. Il n'y a pas d'échange de pensée politique. Marilyn Ampigny a très bien connu Édith Lefel. Édith Lefel décédée il y a 21 ans, le 20 janvier 2003. Marilyn Ampigny lui a consacré un livre témoignage, extrait de la toute première émission C'est a fait nous, diffusée sur Zitata en mai 2021. Alors, il y a le livre, il y a l'amitié. Mais le livre, si on en parle, le livre a eu un succès qui est essentiellement dû à Édith. Je ne pense pas à mon écriture. Je pense que le fait de l'avoir montré, parce que les gens l'aimaient beaucoup, elle aimait beaucoup les gens, mais elle ne veut pas inviter tout le monde chez elle. Moi, j'ai eu cette chance.
j'ai senti qu'il fallait que je dise aux gens des choses sur elle, chez elle, ce qu'elle aimait manger, comment nos sorties entre filles. Les gens connaissaient la chanteuse, finalement. Voilà. Mais et je leur fais découvrir une Edith un peu plus intime avec ses enfants, etc. Puisque je les surveillais beaucoup, les enfants, quand Edith était en tournée. Donc, c'est une amitié qui date de Paris, d'ailleurs, de votre métier de journaliste. De journaliste. C'est par le journaliste que j'ai rencontré Edith, puisque j'écris sous elle. Je la mets même en scène aussi dans son duo avec Ralph Stammar au Zénith, parce que Ralph fait la première partie de Malavoie et c'est moi qui m'occupe de cette mise en scène. Avec le fameux titre SOS Mémé. Exactement. Elle est enceinte jusqu'aux yeux à ce moment-là, puisqu'elle avait quand même, elle attendait 2 enfants. Et puis, une amitié forte, très forte, née entre nous, une amitié très complice, une amitié profonde, une amitié qui dit des choses qu'on ne dit pas à tout le monde, de son côté comme du mien. Une amitié sans tricherie, sans phare et tout ça. Enfin, en tout cas, quand elle va mourir, il y a la chanteuse, la journaliste, et comme les autres, conquise par une voix qui est pure, une émotion qui est spéciale. Une femme très, très sensible. Très sensible, et qui est vraiment sensible. Par des textes aussi qui sont beaux, et qui sont parfois déjà en avance sur son époque, sur les femmes battues, sur le bétonnage de nos rivières, le bétonnage de l'écologie, les textes engagés déjà. Donc, la journaliste aime bien la chanteuse, mais sans plus. Et puis, l'amitié vient, grâce à Ronald aussi, grâce à des choses, grâce aux enfants. L'amitié vient, et l'amitié est en deuil quand la mort arrive. Et c'est un livre thérapie d'abord. C'est un livre pour moi. Et en le lisant, je le fais lire à une amie parce que je suis passée par la Guadeloupe avant de venir en Martinique. Je le fais lire à Mme Jazor qui me dit « mais sors-le, il y a des gens qui ont envie de connaître cette Édith-là ». Vous avez eu besoin d'écrire sur elle tous les soirs, et de raconter un peu toute cette complicité, pour savoir bien que je l'ai vécu. C'est une façon de faire votre deuil aussi. Mon deuil. C'est une livre thérapie. Et puis c'est Mme Jazor, aux éditions Jazor, qui me dit « mais c'est un livre qui est beau ». Qui a du style, on le corrige là où il faut, mais qui mérite d'être lu par les gens qui l'aiment. Il y a tellement de gens qui l'aiment, qu'il a énormément de succès, il reçoit des prix, mais je prends par exemple un prix qu'il a eu par rapport, alors qu'en lice, il y avait Confiant et Condé, je ne suis pas folle, c'est ni Condé ni Confiant qui n'ont pas eu le prix, c'est ni Marilyn Ampigny qui a eu le prix, c'est Edith qui a eu le prix. Le 14 février, la Martinique va commémorer les 50 ans du massacre de Chalvet à Basse-Pointe. Une révolte d'ouvriers agricoles réprimée dans le sang par les gendarmes. 2 Martiniquais y avaient perdu la vie. Colo Barst a consacré une chanson à cet événement dramatique. En juillet 2021, sur Zitata, il évoquait cette terrible séquence de notre histoire dans Ces affaires nous. Ni un morceau, ni en chanson qui s'en tournant en virage extraordinaire bord, c'est février 74. C'est où qui, à dans chanson ta, fait nous redécouvrir Chalvet, fait nous redécouvrir ça qui passait à l'époque, nous qu'écouter en extrait chanson et puis nous qu'à virer après. Écoutez ça qui passait, c'était en février 1974. C'était en février 1974. À dans Chanzanana, tout près commune Basse-Pointe, à Soubitation Chalvet, des bétiers ni Boutaillot. Ouvriers agricoles, t'es qu'à manifester, ou budget t'es augmenté, les journées bananas, malheureux bien organisé, t'es qu'à revendiquer, déjà 3 jours de qualité, négociation bloquée, n'est dit
ça peut pas durer. Faut yo li ça yo le, gagner ça yo mérité. Jusqu'alité sans arrêter. L'esprit t'est qu'à chauffer. Mouvement qu'à battre tout vent. Peuple ni doit crier. L'envie bailli chaud manger. Vérité peut-être tête colon qui préférait rester serré. Et puis yo les yo négocier. Yo crié policier. Policier qui fait tes pinègues. Cachilé avant aller. Alors Colo, donc c'était juin ou 2010 ou 2011, la Ouais, nuit de l'Outre-mer, c'est ouais, ça? c'était en novembre. Voilà, en novembre, pardon. Ouais. Avec, on a vu plusieurs milliers de personnes Ouais. qui ne connaissaient pas toute la chanson. Cette chanson, qui est une chanson Qui l'ont écoutée religieusement. d'un fait dramatique de l'histoire, on peut presque dire de l'histoire postcoloniale de la Martinique. Cette chanson, ces événements de février 1974, quelque part, c'est toi qui les as fait connaître aux Martiniquais en 1992, quand la chanson est sortie, de mémoire, c'est ça? 1992. Ouais, sur l'album de Bélia en 98. 98. Et depuis, eh bien, les noms de Ilmani et Marie-Louise, qui sont les deux ouvriers agricoles qui ont été tués par les gendarmes, à la demande, il faut le dire clairement, des colons, enfin Il fallait tirer sur eux. des planteurs. Ces noms ont résonné dans ta chanson et depuis les Martiniquais savent, février 1974 est commémoré régulièrement. Il y avait les syndicalistes agricoles, il y avait certains ouvriers agricoles qui en parlaient souvent, mais tu as popularisé véritablement cet événement dramatique-là. Cette histoire qui en rappelle beaucoup d'autres. Hein. Il y en a eu aussi en Guadeloupe, etc. Oui, mais Pourquoi ce besoin? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait? Parce que c'est Chalvet, parce que c'est Basse-Pointe? Ben, c'est parce que surtout ça m'a beaucoup marqué. J'étais jeune, j'étais à Sainte-Marie à l'époque. Et c'est vrai que l'événement était tel qu'on nous avait demandé de rentrer chez nous. Tu avais une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Donc nous sommes rentrés chez nous et il faut, pour bien comprendre ça, il faut comprendre l'atmosphère qui a régné en 1974. Je dis souvent que tes cafés sont pour un vendredi saint. C'était quelque chose de... Après, tu as ta sensibilité, comme je te dis, tu as ton histoire, ton vécu, tu as la résonance. Cet événement-là va résonner en toi parce que tu as peut-être une histoire que tu portes en toi qui fait que tu vas être plus sensible à ça. Et puis, c'est de voir le corps de... Ouais, je pense que d'avoir vu Marie-Louise sur la plage, oui, ça m'a... Après, il ne faut pas avoir la prétention de dire j'ai écrit machin. Après, on te donne d'en haut quelque chose à dire et... J'ai toujours joué février 1974, depuis 1976. Je joue ce morceau-là tous les 14 février. Oui, et aujourd'hui, chaque fois qu'on l'entend, moi j'ai des frissons, j'avais des frissons en te réécoutant. On sent à la fois la colère, la douleur, toutes les blessures, toutes les fêlures, toutes les déchirures d'un peuple. C'est ce que je dis. Nous sommes ce peuple. Donc ces fêlures-là, nous les portons. Faut pas qu'on se fasse Est-ce qu'à un moment d'illusions. donné, il faut que nous arrivions, pas oublier, parce qu'on ne peut pas oublier ça, mais aller au-delà et puis voilà, de passer à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui on peut par exemple pardonner aux colons, pardonner aux planteurs, pardonner à tous ceux qui ont été à l'origine de ça? Alors, il faut bien comprendre la notion de pardon. Quand tu dis pardon dans le Notre Père, tu dis pardonne-nous, tu dis d'abord pardonne-nous nos péchés. Comme nous pardonnons. Oui. Donc le pardon, Il doit être des deux côtés. le pardon va ensemble. Mais il ne s'agit même pas de ça. Quand tu fais une chanson comme ça, notre histoire, comme d'autres ont fait d'autres choses sur, je ne sais pas, sur la guerre, les événements de Gendotto Serré, il faut un moment le dire, parce que le dire est un exutoire, mais il est exutoire pour tout le monde. Parce que de l'entendre, ça permet de le sortir de ton inconscient, de quelque chose qui va, et de l'amener dans ton champ conscient. Sauf que ton inconscient l'avait là, parce que tout est dedans. Il faut le dire, parce que c'est en le disant que tu vas dépasser toutes les situations qui pourraient te faire tomber dans la haine, parce que tu auras exprimé ce que tu as, le mal-être. C'est justement de dire cette histoire-là qui te permet de rentrer dans un système apaisé avec l'autre.
Parce que si tu ne le dis pas, tu l'as refoulé. Si tu le refoules, c'est un trouble. Merci, chers Zitata, d'avoir suivi ce premier best-of consacré à l'émission Ces affaires nous. Vous les retrouverez régulièrement sur l'antenne de Zitata en alternance avec de nouveaux invités. Très bonne soirée, très bonne journée à tous.